Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de trois choses. Vous convaincre que nous sommes en train de vivre, à mon avis, un moment charnière. On est en train de terminer une époque, d'en commencer une nouvelle. Je pense que les acteurs traditionnels européens qui, dans le discours typique du digital, sont plutôt des gens qu'on a essayé de complexer, hein, on n'a rien compris, les Américains ont tout compris, etc. Je pense que dans cette nouvelle ère, justement, nous avons notre mot à dire, parce qu'il y a des choses dans lesquelles nous sommes très forts, qui sont en train de remonter à la surface. Dernier point, je pense que la Suisse est beaucoup mieux positionnée qu'elle ne le croit, et je vais essayer de vous convaincre de ça. Alors si on fait un espèce de constat, aujourd'hui, hein, c'est un peu mon rôle, on s'arrête, on regarde et on met un peu des mots sur ce qui se passe, sur où on en est aujourd'hui en 2017, donc bientôt 30 ans après l'invention du web par Tim Berners-Lee qui était en 89. Il y a beaucoup de choses que j'ai résumées sur ce slide et je vais descendre dans chacune des catégories, mais par exemple le futur, aujourd'hui on se rend bien compte à mon avis que c'est une synthèse du digital et du offline. On se rend compte que le présent d'aujourd'hui doit être construit en combinant le passé et le futur. Donc prenons une des premières dimensions. Beaucoup de changements est devant nous. Quand justement on avait fait les 20 ans du web au CERN avec Tim Berners-Lee, j'avais eu le privilège, l'immense honneur de modérer l'événement et Tim Berners-Lee est arrivé en disant « mais vous vous rendez pas compte, la plupart du changement est devant nous ». Et ça avait choqué pas mal de gens. Ils disaient « mais c'est assez épuisant, il y a déjà tellement de trucs qui ont changé ». Ils disaient « non, vous allez voir, le plus long, le plus important est devant nous ». Et ça, c'est une projection qui a été faite par Bain et compagnie, les consultants, de 2014. Ça date un petit peu, malheureusement, ils ne l'ont pas remis à jour, mais ils essaient d'imaginer la quantité de changements qui étaient devant nous par industrie jusqu'en 2020. Et vous voyez que certaines industries ont quand même déjà beaucoup commencé, mais beaucoup d'impact dans d'autres industries est devant nous. Ça, c'est un premier point que pas mal de gens ne réalisent pas forcément. Ensuite, il y a cette synthèse du monde online et du monde offline. Et si maintenant on prend un domaine que vous connaissez tous, le retail, le commerce de détail, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Vous aviez les acteurs traditionnels qui étaient bien installés avec leurs magasins, etc. Arrive le disrupteur digital Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant à peu près une vingtaine d'années? Eh bien, Amazon, Walmart, pour prendre cet exemple-là, mais pas que Walmart, tous les retailers du monde ont essayé de comprendre ce que faisaient les players digitaux. Donc, ils ont essayé, face au e-commerce, d'aller du commerce vers le e-commerce. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui depuis 2 ans? C'est qu'on observe que Amazon est en train de faire le chemin inverse. Amazon, si vous avez suivi un petit peu les news, ouvre maintenant des magasins. Ils en sont à 6 ou 7 magasins. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que comme ça a été très difficile pour Walmart d'apprendre ce nouveau monde, le e-commerce, c'est assez difficile pour Amazon d'apprendre ce nouveau monde pour eux, qui est le monde du offline. Et donc, il y avait un article dans Quartz il y a quelques jours disant « mais les magasins d'Amazon sont complètement nuls ». Et donc, c'est vrai que quand vous allez chez Amazon, voilà ce que vous trouvez en dessous des livres. Alors, il y a le livre de gauche, 94% des gens qui lui ont donné 5 étoiles. Le livre du milieu, 92%. Et celui de droite, 90%. Ah bon, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on choisit un livre? Est-ce que c'est vraiment utile comme information? Bon. Et donc, c'est assez étonnant. Il y a cette espèce de synthèse des deux mondes qui doit être faite aujourd'hui. On se rend bien compte que les clients ne font presque plus la distinction online et offline. On va y revenir. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on comprend que ce qu'on doit faire, c'est une synthèse entre le passé et le futur. On doit être un peu plus humble, peut-être, par rapport à cette révolution digitale. C'est très intéressant d'aller voir dans le passé ce qui s'est fait. Par exemple, une idée comme le crowdfunding. Vous savez, on a beaucoup parlé, c'est génial, Kickstarter, le crowdfunding, hallucinant, super concept et tout. Puis je dis aux gens, mais vous êtes déjà allés à la messe? Vous savez, à la fin, là, ils passent avec un petit panier. C'est quoi, à votre avis? Ah oui, c'est vrai. Bon, crowdfunding, ça fait en tout cas 2000 ans que la start-up religion catholique l'utilise. Une start-up qui a quand même une durée de vie qui est pas mal, hein, 2000 ans. Et donc, oui, c'est une vieille idée qu'on a un peu remis au goût du jour. Alors pareil, on dit les médias sociaux, la technologie, ça rend asocial, ça met les gens dans des bulles. Mais voilà la photo d'un train dans les années 50. Hein? Les salauds de journaux, vous rendez les gens autistes. Moi, je suis fasciné par un truc comme le bio, par exemple. Le bio, c'est donc un peu l'avenir, selon certaines personnes de l'industrie alimentaire. Le bio, c'est des aliments sans tout ce qui n'aurait jamais dû y être au départ. Vous voyez, c'est une sorte de nouvelle idée du passé, de nouveau. L'industrie de la musique aussi, fascinant à regarder comme exemple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous avez une artiste comme Madonna qui signe chez Live Nation il y a
une dizaine d'années, Live Nation étant le plus gros producteur de concerts, c'est en fait un retour au business model du passé. Les artistes, avant que la musique enregistrée soit inventée, gagnaient leur vie en allant faire des performances devant le public. Donc c'est assez étonnant et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être arrêter de penser que dans le digital, on arrive avec des idées complètement nouvelles et qui sortent un peu de nulle part. Et en fait, prendre un peu conscience qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le passé et que nous sommes ici sur un continent et dans un pays qui est porteur de beaucoup de passé. Et c'est assez étonnant. Vous pouvez regarder par exemple quelque chose de fascinant, c'est la surveillance d'État sur les nouveaux médias. Eh bien, regardez ce qu'a fait Lincoln, qui était président au moment de l'émergence du télégraphe. Tout comme la NSA surveille Internet, Lincoln a fait surveiller le télégraphe, a fait venir toutes les lignes dans le bureau de son ministre de l'Intérieur pour voir ce que disaient les gens. Et la réaction des gens a été très intéressante et peut nous apprendre la réaction qu'on va voir aujourd'hui et qu'on voit autour de la NSA. C'est que les gens sont revenus en arrière, ils sont retournés à la lettre, ils sont retournés aux vieux médias, qui étaient donc impossibles à surveiller ou plus difficiles à surveiller, et ils sont allés en avant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à encrypter leur communication pour continuer à utiliser ce média qui était maintenant surveillé. C'est assez l'équivalent de ce qu'on voit aujourd'hui avec la NSA. Donc l'histoire se répète, et je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu changer de regard sur le passé et arrêter de croire que nous arrivons avec des idées issues de nulle part et complètement réinventées. Il faut faire une synthèse de tout ça. Notre point, c'est qu'il faut anticiper, écouter. Alors, vous connaissez cette fameuse citation de Henry Ford, qu'il n'a d'ailleurs jamais dite, mais je pense que c'est, au bout d'un moment, hein, c'est comme Donald Trump, on dit suffisamment que quelqu'un a dit quelque chose, du coup, tout le monde, ça devient un fait. Donc, il ne l'a jamais dit, mais je l'utilise quand même, parce qu'il aurait pu le dire, mais Henry Ford, qui clamait apparemment, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit des chevaux qui vont plus vite. Donc, il y a cette notion que, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'écouter les clients. C'est qu'on va avoir une idée comme ça qui tombe un peu du ciel et que ça va être génial et que si on avait demandé aux gens, Steve Jobs le disait aussi, hein, c'est pas le métier du client de savoir ce dont il a besoin. Donc il y a un peu cette idée que ça tombe du ciel. Bon, et moi je pense, j'étais il y a quelques jours voir une conférence de Cyril Lamblard, qui est le patron du e-commerce de Nespresso, qui est peut-être là aujourd'hui d'ailleurs, qui est basé à Lausanne, et qui disait, mais vous savez, la transformation digitale, c'est pas du tout un défi technologique, c'est pas du tout un défi IT. C'est, comme toujours dans le business, c'est un défi de comprendre ce dont vos clients ont besoin. Et puis, c'est de leur donner des solutions à leurs problèmes dans un parcours client qui soit productif, intéressant, etc. Et pour le client, la distinction offline-online n'existe plus vraiment. Bon. Et donc, je trouve assez intéressant de réfléchir, en fait, de quelque part recréer un peu de l'empathie vers les besoins du client, au lieu de penser que nous, les entreprises, nous avons tout compris et que le client n'a rien compris. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça, c'est la réalité, hein, c'est mon slide préféré, j'adore ce slide. Mais la réalité, c'est que dans les entreprises, on a tendance à faire nos business models comme ça, on se dit, voilà, on va mettre une super route, on va mettre une barrière, et puis les gens vont s'arrêter à la barrière et vont nous payer de l'argent. Bon, et la réalité, c'est que l'être humain introduit toujours une dimension un petit peu différente en s'appropriant les technologies. Donc c'est très important d'écouter les clients. Data et intangible. On a eu cet énorme buzz autour des data, et qui est justifié. Les data, c'est quelque chose de très important, mais les data, ça a aussi ses limites. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce qui a été dit par Christian, qui parlait de TED, qu'est-ce que ça vend une société comme TED? Ce n'est pas une société d'ailleurs, c'est une fondation. Qu'est-ce que ça vend? Ça vend de l'intangible, ça vend de la connaissance, de l'inspiration, des connexions, des relations, du statut. Vous devenez un TED speaker quand vous avez parlé à TED, de la visibilité, de l'identité, etc. Donc en fait, tout ça, il y a dans notre monde énormément de choses intangibles. Et ces choses intangibles sont particulièrement difficiles à mesurer. Elles sont invisibles. Donc il y a toute une partie des data, de la vie, que les data ne peuvent pas modéliser. Et il y a un article assez intéressant qui a été écrit par un penseur américain sur ce que la data ne peut pas faire. Et donc la data, c'est très très dur pour modéliser les phénomènes sociaux. La data, c'est très mauvais pour savoir le contexte d'une décision. On vous dit 60% des gens arrivent sur votre shopping cart en fin de processus et ils sortent, mais vous ne savez pas pourquoi ils sont sortis. Est-ce que le téléphone a sonné? Est-ce que leur ligne internet est tombée? Est-ce que leur carte de crédit ne marchait pas? Est-ce que c'était un de vos concurrents qui voulait juste tester votre système? En fait, il faut vraiment prendre conscience que la data a ses limites parce qu'elle ne nous dit pas tout. Par exemple, la data, c'est très bien pour les petits problèmes. Pour les grands problèmes, modéliser un système économique, c'est quand même assez compliqué, c'est très aléatoire. Une autre chose par rapport à la data qu'il faut garder à l'esprit, hein, de nouveau, pas dans un... Mon but n'est pas de vous dire ne faites pas de data, loin de là. Mon but, c'est de vous dire faites de la data intelligemment, ayez conscience des limites de ce système, mais c'est la véracité des données.
J'adore, si vous avez peut-être connu The Big Bang Theory, pour ceux qui regardent les séries américaines, c'est ces geeks qui sont physiciens, et puis un jour, il y a quelqu'un qui reçoit un fitness tracker de sa femme. Je vous laisse regarder ce qu'il en fait. Now, Bernadette got me a Fitbit so she can track how much I'm exercising. Ça, c'est le problème de la data. Vous avez déjà peut-être entendu ces assurances qui avaient cette brillante idée de donner des fitness trackers à leurs clients, et puis, quelques jours plus tard, sur les forums Internet, vous voyez les premières photos de chats avec le fitness tracker accroché autour du cou. Bon. Et vous voyez aussi, si l'assurance vous dit « Ah, aujourd'hui, c'est pas 10 000 pas, c'est 15 000 que vous devez faire pour une réduction », on peut toujours faire ça. Wouldn't be the worst thing if we were more active. You make an excellent point. Voilà, donc la data, un des autres problèmes, c'est que c'est manipulable et c'est assez difficile de savoir qu'il y a eu une manipulation dans ces cas-là. Ensuite, je pense qu'un des changements aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup opposé les mondes. On a beaucoup opposé les startups et les grandes entreprises et le gouvernement. C'est vrai que c'est toujours une question qui revient. Dans le monde des startups, on a un peu ces tartes à la crème et le gouvernement ne comprend pas, le gouvernement va trop lentement et tout. C'est vrai, c'est aussi parce que le gouvernement a peut-être un rôle qui est un peu différent. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une notion de synthèse. On a compris qu'en fait, c'était trois types d'acteurs qui n'étaient pas incompatibles, qui n'allaient pas forcément se détruire les uns les autres, mais c'était plutôt trois types d'acteurs qui devaient travailler ensemble. Et je voulais vous faire écouter une interview que j'ai trouvée il y a quelques jours de Jeff Bezos. C'est une interview de 2016. Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon. C'est une interview à Recode, qui est une des grandes conférences américaines, qui je crois d'avril 2016. Écoutez ce qu'il raconte. When I started Amazon, it was me and a few other people. I was driving the packages myself, hoping one day to be able to afford a forklift. And 20 years later, we serve almost 300 million customers and have, 100 billion plus in sales. And we're just one company in this gigantic thing that didn't exist 2 decades ago. Why is that? Well, I think I know why. If you go back to when I started Amazon, all of the heavy lifting infrastructure to support Amazon was already in place. We did not have to invent a remote payment system. It was already there. It was called the credit card. We did not have to invent transportation. There was this thing called the US Postal Service and UPS. But if we had to deploy last mile transportation 20 years ago, it would have cost hundreds of billions of dollars of capital. It would have been impossible for a company like Amazon to even conceive of doing that. There was also, how did the internet grow so fast? Even there, the heavy lifting infrastructure had already been done for another purpose, which was the long-distance phone network. C'est quand même assez frappant, surtout dans les grands patrons de la Silicon Valley, dire « je n'aurais pas pu faire mon entreprise si d'autres entreprises avant moi et le gouvernement n'avaient pas créé une infrastructure ». Donc c'est très intéressant, il y a un changement radical de discours. Avant, on avait toujours opposé les startups et le gouvernement en disant en gros les startups font le boulot du gouvernement, le gouvernement ne comprend rien. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que, de nouveau, il faut être peut-être un peu plus humble et que les startups construisent toujours sur un terreau qui a été fait par le gouvernement, par les entreprises qui ont précédé, etc. Moi, je suis partenaire dans un fonds qui investit dans les fintech. La fintech, c'est la rencontre entre les technologies digitales et la finance. C'est un domaine très particulier. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que, de nouveau, on a des startups qui sont arrivées avec un discours un petit peu « on va mettre les banques au chômage, vous allez voir, ce qu'on fait, c'est beaucoup mieux, moins cher et tout ». Et aujourd'hui, on se rend compte que non, ça n'est pas deux types d'acteurs qui sont incompatibles. Les fintechs vont plutôt travailler avec les banques pour tout un tas de raisons, notamment des raisons réglementaires, des raisons de sécurité des dépôts, etc. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de synthèse, et même du côté du gouvernement, ça c'est un article que j'ai trouvé quelques jours sur le site du gouvernement français, il y a un changement de ton, il y a une digitalisation. Vous voyez, si on en est à utiliser des mots comme ça sur un site gouvernemental français, malgré la loi Toubon qui interdit les mots anglais, c'est qu'il y a quand même un changement d'attitude. Donc je pense qu'on arrive vers une époque où il y a une vraie synthèse de tous ces acteurs et qu'ils ont tous leur mot à dire, ils ont tous leur place. Et en fait, ça nous crée un écosystème qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus varié. Ensuite, je vais encore mettre de l'eau au moulin de cette discussion humain et machine. Vous savez, il y a ce genre de news ces jours-ci. Alors JP Morgan a fait ce qui prenait 360 000 heures aux humains en 1 minute. Bon,
Est-ce que vraiment c'est réapplicable? Qu'est-ce que la machine a oublié? Vous savez, c'est des machines qui analysent des documents légaux, c'est quand même assez difficile de savoir. Et puis, il y avait une conférence il y a quelques jours, Alexandre Lebrun, qui a revendu sa start-up à Facebook et qui s'occupe aujourd'hui de Messenger, de M. Et puis le fondateur de Siri, deux Français, disaient attention, hein, l'intelligence artificielle, ça va venir, c'est important, mais aujourd'hui, on est encore à faire tourner les mêmes modèles, sauf qu'on a plus de data et que les calculs vont plus vite. Bon. Mais je pense qu'il faut de nouveau comprendre que la technologie est là pour compléter l'humain, elle n'est pas là pour le remplacer. Et de nouveau, si vous entendez ce que je suis en train de vous dire comme l'intelligence artificielle n'est pas du tout quelque chose d'important et vous ne devez pas y faire attention, c'est que je me suis mal exprimé. C'est quelque chose de très important, de très intéressant, mais il faut prendre conscience de sa vraie place et de ses limites. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe quand les ordinateurs pètent les plombs? Une histoire qui est sortie il y a quelques jours d'un vol Qantas, un Airbus. Les pilotes ne pouvaient plus maîtriser l'avion. L'ordinateur pétait les plombs, il a fait plonger l'avion, il y a eu des blessés très graves, etc. Ils ont réussi à reprendre les commandes. Mais ça pose quand même des questions de donner notre vie, de mettre nos vies entre les mains des machines. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre d'accident? Cette pauvre coréenne qui dormait tranquillement sur un tatami et son Roomba s'est pris dans ses cheveux. Elle a dû appeler les services de secours parce que son aspirateur robotisé s'était pris dans ses cheveux. Donc voilà. Des fois, moi, pour rigoler, je dis on ne devrait pas parler d'intelligence artificielle, on devrait parler de machines qui deviennent un peu moins bêtes. Ça serait peut-être un peu plus précis. Ensuite, il y a toutes les problématiques de hacking, c'est-à-dire, est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire? C'est un artiste qui s'appelle James Bridle. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de piéger une voiture autonome. Pourquoi? Parce qu'une voiture autonome, on lui interdit de traverser une ligne blanche. Donc si une voiture autonome est garée, vous construisez une ligne blanche autour, elle ne peut plus bouger. Ça va être très très intéressant quand même, ces nouveaux usages qui vont arriver avec ces machines autonomes. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il faut avoir conscience des limites de l'intelligence artificielle et comprendre que le futur est probablement une synthèse et qu'en fait, ne pas faire cette synthèse pose des problèmes. Si maintenant on prend l'automatisation dans l'aviation, un crash comme Germanwings, où le copilote met l'avion volontairement dans la montagne, n'arrive pas si l'avion est dirigé par une machine. À l'inverse, quand il s'agit de faire atterrir un avion dans l'Hudson, parce qu'il y a des pigeons qui sont entrés dans le réacteur en décollant de la Guardia, ça serait quand même un peu mieux d'avoir un capitaine humain avec beaucoup d'expérience pour aller faire atterrir l'avion dans une rivière, sachant qu'on n'a pas beaucoup de data pour apprendre ça à un algorithme. Hein. Vous savez, Google a utilisé 100 millions de photos de chats pour apprendre un algorithme. Bon, ça va être difficile de faire 100 millions d'atterrissages dans une rivière avec des Airbus pour apprendre à une machine à faire ça. Donc en fait, il y a vraiment une synthèse à laquelle il faut arriver. Et puis derrière, sous-jacent, il y a cet énorme débat de les machines vont nous remplacer, les machines vont nous mettre au chômage. Ça, c'est une des études qui est sortie. Il y en a beaucoup aujourd'hui là-dessus. Bon. Est-ce que vous savez ce que fait ce monsieur ? Est-ce que vous pouvez imaginer quel était son métier? C'est un métier qui a disparu. Est-ce que vous savez ce qui a pu disrupter le métier de ce monsieur? C'est un monsieur qui s'est retrouvé au chômage quand on a inventé le radio-réveil. Ça s'appelait un knocker-up. Ça se passait en Irlande et donc les gens devaient aller travailler à l'usine, mais il n'y avait pas de radio-réveil. Et donc il y a des gens qui venaient taper au carreau, et qui venaient vous réveiller. C'est des métiers qui n'existent plus. Les compositeurs, vous savez, à l'époque de l'impression mécanique, il y avait des gens qui devaient aligner les lettres. Aujourd'hui, c'est fait par ordinateur, c'est des métiers qui ont disparu. Les crossing sweepers, j'adore ce métier. C'est en fait, vous savez, à l'époque où il y avait les chevaux partout dans les rues et puis les gens jetaient un peu leurs ordures n'importe où, quand il y avait des gens un petit peu nobles, aux intersections, il y avait des personnes, donc souvent des enfants en Angleterre dans ce cas-là, qui venaient nettoyer le crottin de cheval devant la baronne qui traversait. Parce que les rues étaient bien sûr souillées de trucs affreux. Bon, tout ça pour vous dire quoi? C'est vous dire qu'en fait, la technologie détruit des métiers, mais elle ne détruit pas d'emplois. Il y a des métiers qui sont obsolètes parce que l'invention de l'impression digitale, parce que l'invention, en l'occurrence, des machines pour nettoyer les rues, parce que l'invention du radio-réveil. Mais en fait, au niveau des emplois,
La courbe continue à croître. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est des études, une qui a été faite par Deloitte, qui a été regardée 140 ans de data, c'est tout ce qu'on a à peu près sur le marché du travail, et qui montre que oui, on a une transition. Vous voyez derrière moi, on passe des travaux de force, des travaux de répétition, très pénibles, à des travaux plus basés sur l'interaction, sur l'humain, sur l'empathie, la créativité, etc. Mais en fait, on a de plus en plus d'emplois, mais les métiers transitionnent. Donc c'est très important. Moi, je connais pas le futur, hein, mais je pense que c'est impossible qu'il y ait un chômage massif à cause de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est complètement irrationnel. L'humain a une façon d'inventer des nouveaux jobs extraordinaires. Je vous ai trouvé 2 exemples qui m'ont beaucoup fait rire. Ça, c'est un coach de miles. Vous voyez, maintenant, il y a des gens, ils ont tellement de miles. Donc, il y a un coach. Donc, il arrive à se payer un salaire en étant coach de miles. Et un de mes préférés aussi, j'ai vu ça au Japon, dans un documentaire de Vice en début d'année. C'est, vous savez, au Japon, les gens ne sont pas très connectés à leurs émotions. Alors, les entreprises font venir des pleureurs. Et donc, il vient et il montre une vidéo très, très triste et il commence à pleurer. Et tout le monde pleure ensemble. Et du coup, ça reconnecte les gens à leurs émotions. Voilà. Donc, c'est apparemment un métier au Japon. Bon, voilà. Tout ça pour dire que vous rigolez, mais vous savez, d'un côté, on vit quand même dans une société où les gens qui gagnent le plus d'argent courent derrière un ballon, par exemple. Et au 19e siècle, vous auriez dit ça à votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle vous aurait pris pour un fou. Bon, et en fait, ça a toujours l'air un peu bidon comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est l'histoire de l'humanité. On invente toujours des nouveaux métiers. Donc, je pense que le futur, c'est vraiment le présent. D'ailleurs, c'est une synthèse entre l'humain et la machine. C'est pas l'un ou l'autre. C'est très important. Ensuite, et là, je vais aller un petit peu. Je vais pas être d'accord complètement avec ce qui a été dit avant, mais pour moi, l'innovation, d'abord, elle est collective. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Ces figures un peu magiques comme ça de la Silicon Valley, derrière vous avez des équipes incroyables. C'est pas possible pour une personne d'être patron de 5 entreprises. Donc c'est très collectif. Là où je suis pas trop d'accord, c'est que pour moi l'innovation en fait elle est très très lente. C'est que ça prend beaucoup de temps. Alors des fois en tant que client, on se réveille le matin, on nous propose un nouvel appareil, et puis pour nous il y a un avant, un après. Bon, sauf que quand vous recevez une technologie comme l'iPhone, quand elle sort en 2007, les gens qui travaillent dessus, eux travaillent depuis 10 ou 15 ans. Voire on pourrait dire que l'iPhone est une continuation de la miniaturisation de l'ordinateur, qui est un processus qui dure depuis 30 ou 40 ans. Donc je trouve qu'il faut se rappeler aujourd'hui, on en prend conscience, que l'innovation c'est collectif. C'est difficile, ça crée plein de résistances et c'est très lent. Des projets de voitures autonomes, par exemple, vous en trouverez un de 1971 sur YouTube où il y avait une caméra qui filmait une ligne. Le Concorde, c'est inventé en 69 et on est toujours en train ça prend toujours 11 heures d'aller à San Francisco. Bon. Une dernière chose qui est pour moi très importante, qu'on oublie un petit peu. Innover, ça n'est pas que la technologie. Innover, c'est se réorganiser. Il y a plein d'autres façons d'innover. Innover, c'est comment vous communiquez, c'est votre business model. On a le roi de l'innovation business model en Suisse, Alexander Osterwalder. Donc n'oublions pas que la technologie est un des outils et que quand on trouve une solution technologique à un problème, par exemple le drone de surveillance d'examen, il y a toujours une version low cost qui est très très simple. Vous voyez, c'est important. Et n'oublions pas le facteur humain. Hier soir, je lisais cette news extraordinaire qui date donc La Voix du Nord. N'oubliez pas le facteur humain. Vous voyez, ça c'est les bracelets électroniques à la maison pour les prisonniers. Le problème, c'est que le gardien l'avait mis sur la prothèse de jambe. Et du coup, c'est sûr que c'était pas super pratique. Donc voilà, n'oublions pas qu'il y a toujours un facteur humain qui est à prendre en compte et que la technologie ne résout toujours qu'un bout du problème. Il faut aussi former les gens, comme ça a été dit de nouveau, leur apprendre les nouvelles réalités, etc. Quelle attitude adopter? Je vous ai un peu planté le contexte très rapidement. Quelle attitude adopter? Pour moi, comprendre un peu tout ça, intégrer tous ces changements, ça va un petit peu à l'encontre, à mon avis, de ce qu'on entend quand même régulièrement. Donc bien comprendre ce contexte, comprendre ce qui change, et aussi ce qui ne change pas. À mon avis, les fondements du business ne changent pas. Il faut toujours faire ce dont les gens ont besoin. Il faut écouter. Il faut faire preuve de bon sens. Notamment, il y a beaucoup de buzz autour de nous aujourd'hui, donc faire preuve de bon sens. Et puis, innover, en fait, c'est quelque chose qu'on redécouvre, mais qui a toujours été là. On a toujours eu besoin d'innover. Et donc, finalement, il y a quand même des choses qui ne changent pas. Et puis, il y a tous ces nouveaux outils à intégrer. Il y a tous ces nouveaux modèles, tous ces nouveaux modes d'organisation, tous ces nouveaux concurrents, tous ces nouveaux assets, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quand même des choses qui ne changent pas. Il faut apprendre
apprendre le digital, et là je vais de nouveau, c'est un message que vous allez entendre aujourd'hui pas mal de fois, mais c'est vrai que c'est important. Pourquoi il faut apprendre le digital? Parce qu'avant tout, c'est un monde passionnant, c'est un monde d'opportunités, et bien sûr qu'il y a des risques, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'opportunité. Ça, c'est une des règles de la nature, c'est une loi de la nature. Et donc, il y a des façons d'apprendre le digital qui sont très très simples et qui sont gratuites en l'occurrence. J'essaie d'en lister quelques-unes. Changer quand ça va bien. C'est très important de changer quand ça va bien. S'il y a eu une erreur qui a été faite par certaines industries, comme l'industrie de la musique, c'est d'attendre que les caisses soient vides pour changer. Et là, c'est très très difficile. Ça, c'est théoriquement ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment quand on est bientôt en train d'arriver sur le point d'inflexion où un produit va s'essouffler, c'est à ce moment-là qu'il faut lancer les initiatives de changement. Et puis, profitons de ce contexte. L'Europe va bien. On est quand même passé plutôt, on est tombé du bon côté grâce aux élections françaises, espérons. Voilà, vous voyez Macron et Trump qui se serrent la main, vous dites, bon, on est quand même content qu'il y en ait un qui soit de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, franchement, les chiffres commencent à le montrer. Hein. Vous savez, il y a une vraie renaissance en Europe. Moi, je suis très très optimiste sur la France, par exemple. Je trouve que c'est un pays où il se passe beaucoup de choses, on n'en parle pas encore assez. Mais ça a vraiment beaucoup de tenue. Et puis, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est de se dire que si l'idéal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le online et le offline en même temps, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez les géants du web qui ont complètement compris le digital et puis qui sont en train de se mettre un peu au offline. Et vous avez les gens qui viennent, eux, du business traditionnel, qui ont beaucoup compris, se sont beaucoup cassés les dents sur le monde du offline, donc ils l'ont bien intégré, et qui maintenant font du digital, du online. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le digital, c'est quand même un problème auquel on s'attaque depuis des années, donc on n'est pas à zéro. Et les acteurs du digital, eux, sont à zéro. Et en fait, si vous remettez... alors, oubliez la flèche bleue là, qui a flotté complètement au mauvais endroit, mais si vous regardez, si vous mettez tout ça l'un sur l'autre, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, c'est les acteurs dits traditionnels qui sont en avance. Et ça, c'est une pensée qui est assez étonnante. Et ce n'est pas vraiment le schéma mental qu'on avait depuis 20 ans, où on avait perpétuellement le sentiment d'être en retard. Mais dites-vous que si Facebook, Google, Amazon, etc. doivent apprendre vos métiers, déjà, ils vont s'en rendre compte aujourd'hui pour les plus intelligents, peut-être dans 4-5 ans pour les moins intelligents. Et ça va être très difficile. Vous connaissez la complexité de vos métiers. Et donc peut-être qu'en fait aujourd'hui, s'il y a une espèce de nouveau départ, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, on en démarre un nouveau, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'Europe qui est en avance. Je voulais vous laisser avec une dernière pensée qui pour moi est je trouve très intéressante et très motivante, mais cette idée que voilà, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Voilà, c'est un petit peu ce qui est devant nous. Je vous remercie beaucoup. Mm.